Bonjour à toutes et à tous, l'équipe Hibou est heureuse de vous proposer une présentation du groupe Renault, constructeur automobile français de rang mondial. Renault est un groupe constructeur de voitures de tourisme et véhicules utilitaires présent dans 127 pays. Le groupe consolidé a enregistré en 2016 un chiffre d'affaires de 51,2 milliards d'euros et son alliance avec Nissan, à elle, constitue un chiffre d'affaires de 163,2 milliards d'euros en 2016. L'Alliance a vendu 9,96 millions de véhicules cette même année, ce qui le place au troisième rang mondial derrière Volkswagen, Toyota et devant General Motors. Finalement, cette alliance est incarnée par un leader, Carlos Ghosn, qui représente pour le groupe une personnalité consensuelle. Renault est avant tout une marque. À cette marque sont consolidées trois filiales, Dacia, Renault Samsung Motors et Avtovaz depuis son acquisition en 2016. Ces marques, consolidées par intégration globale, constituent le groupe Renault. Les résultats de Renault sont ensuite indissociables de ceux de son partenaire Nissan. En effet, l'intérêt des deux groupes sont croisés quand on constate que Renault détient 43,4% du japonais et Nissan en retour détient 15% du groupe Renault. L'alliance des deux groupes se caractérise ensuite par un organisme décisionnel commun, Renault-Nissan BV, détenu à part égale par les deux groupes. D'un point de vue boursier, cependant, les valeurs des titres Renault et Nissan sont distinctes. Depuis l'acquisition de 34% des parts de Mitsubishi Motors par Nissan, Renault se trouve indirectement détenteur de 14,8% des parts de ce dernier, du fait des participations croisées avec Nissan. Le marché automobile a connu une croissance en volume de 4,5% comparé à 2015 pour dépasser la barre des 91 millions d'unités. La multiplicité des acteurs qui le composent en fait un marché très concurrentiel. Ce dernier est ensuite consolidé. 6 constructeurs se partagent la moitié des parts sur ce marché, avec en tête Toyota, Volkswagen et Daimler. Sur ce marché des constructeurs, Nissan se situe à la 9e place, Renault à la 13e et Mitsubishi à la 17e, avec respectivement 5,1, 2,7 et 0,9% des parts de marché. En considérant Renault-Nissan comme une entité à part entière, cette dernière se hisse à la 3e place derrière Toyota et Volkswagen avec 8,7% des parts de marché. Cette position lui a été permise suite à la cession de Opel par General Motors au profit de PSA. La performance du groupe Renault est tout d'abord résultante des ventes de sa marque mère Renault, qui compte pour 41,3% des ventes parts du groupe. À ces ventes viennent s'ajouter celles des filiales Dacia, Avtovaz et Renault Samsung Motors, qui représentent chacune respectivement 9,7, 4,7 et 2,3% des ventes du groupe. Ces trois dernières, consolidées, amènent au chiffre d'affaires consolidé généré par le groupe Renault. Il faut ensuite quantifier l'impact des participations que détient Renault sur ses ventes en volume. Ces dernières sont ensuite dominées par celles de la marque Nissan. Étant donné que ce dernier réalise en 2016 un chiffre d'affaires proche du double de celui consolidé de Renault, les 43,4% de participation du français ont un impact significatif sur la répartition de ses ventes par marque. Ainsi, la part de Nissan égalise presque celle de la marque mère, avec 40% du chiffre d'affaires assimilable à l'activité nippone. Renault est d'abord un constructeur présent sur tous les continents. Il apparaît ensuite que les ventes consolidées du groupe, comprenant celles de Dacia, Avtovaz et Renault Samsung Motors, se font majoritairement en Europe où le groupe réalise 64,8% de son chiffre d'affaires. La zone Asie-Pacifique, comprenant le marché chinois où le groupe est présent par son partenariat avec Dongfeng, et le marché coréen avec sa filiale RSM, Renault Samsung Motors, concentre quant à elle 10,6% du chiffre d'affaires de Renault. Les ventes en Amérique comprennent majoritairement les marchés d'Amérique du Sud, zone touchée par le succès des plans de production croisés de Renault et Dacia. La part de 8,2% pour la zone Asie centrale Russie s'explique quant à elle par l'intégration globale du résultat d'Avtovaz, constructeur de la marque Lada, suite à sa levée de fonds réalisée en 2016. Le marché russe ayant connu une forte crise depuis 2012, on peut s'attendre à une croissance des ventes dans cette zone en particulier sur le long terme. Nissan dispose quant à lui d'une implantation de ses ventes bien plus diversifiée, de par une présence bien plus importante en Amérique du Nord grâce à sa gamme de pick-up, SUV et crossover plus adaptés à ce marché, et les succès de sa berline Maxima au Canada et de son crossover Rogue aux États-Unis. La Chine reste quant à elle le principal marché de croissance dû à la consommation d'une classe moyenne toujours grimpante, en hausse de 8,4%. Les déboires de Mitsubishi suite à ces manipulations effectuées sur les tests de consommation de ces modèles de mini-voitures ont pesé sur la performance du groupe au Japon, où les ventes ont décru de 9,3% à périmètre constant. On observe ensuite deux tendances de fond sur le marché automobile. Tout d'abord, une production de modèles de plus en plus organisée en plateforme commune et une financiarisation progressive du marché automobile. La première tendance correspond à une mutation généralisée de l'appareil de production des constructeurs, aujourd'hui organisé autour de plateformes communes à plusieurs modèles.
Une plateforme se définit par la fondation essentielle du véhicule, articulée autour du châssis. Deux facteurs sont à l'origine de ce changement. Une intégration horizontale de la production par la consolidation du marché. Un même constructeur produit plusieurs marques. Et une désintégration verticale par une sous-traitance croissante de la valeur ajoutée du véhicule aux fournisseurs équipementiers. Dans les faits, ces tendances s'illustrent notamment par le rachat de Mitsubishi par Nissan et également la sous-traitance de systèmes tels que celui de la transmission, spécialité d'acteurs tels que Valeo ou bien encore Bosch. Ce modèle de mise en production en plateforme commune est alors de plus en plus utilisé. Durant les années 2000, moins de 15% de la valeur ajoutée constructeur était apportée au stade de plateforme, cette part monte à 80% aujourd'hui. Il a pour conséquence des économies en achat et logistique du fait de commandes passées plus grandes et de chaînes d'assemblage réduites en nombre. À titre d'exemple, la plateforme MQB de Volkswagen sert de base pour 10 modèles différents des marques Seat, Skoda, Volkswagen et Audi. La plateformisation pour les constructeurs, c'est donc une optimisation de leur production et cela correspond donc à plus de profitabilité. Passons à l'étude de la deuxième tendance, la financiarisation du marché automobile. Renault présente dans ses rapports annuels le taux d'intervention de financement des ventes de Renault par sa filiale RCI Bank. La croissance quasi globale de ce taux depuis 2006 traduit les évolutions de la commercialisation automobile qui touche le marché et en particulier les ventes du groupe Renault. En effet, payer comptant est un moyen d'acquisition aujourd'hui désuet pour les consommateurs. Le crédit auto permis par les banques a été une première étape d'évolution de la commercialisation de voitures. Il apparaît que les constructeurs sont aujourd'hui capables de financer leurs ventes eux-mêmes sans que le consommateur passe par un établissement de crédit tiers, et ce, grâce à leur filiale bancaire dite captive. L'évolution du mode de consommation vers le leasing marque le pas sur cette tendance. Le consommateur était tout de même propriétaire de son bien par le crédit auto, il est maintenant seulement locataire d'un bien à la charge du constructeur. Cette charge pour le constructeur se présente d'abord comme une créance, puis comme un stock d'occasion si l'option d'achat n'est pas exercée sur le contrat de leasing. En retour, ce mode de consommation est susceptible de rendre la clientèle captive par des offres de contrats renouvelables incluant garantie et entretien. Passons à l'exploitation. Le chiffre d'affaires de Renault a d'abord connu une croissance globale depuis 2006, avec un chiffre d'affaires en croissance de 2,12% par an en moyenne. Cette dernière tient à une croissance de la demande mondiale, à laquelle les constructeurs répondent par une hausse de leur volume de production et une commercialisation adaptée suivant les tendances d'intensification du crédit auto et du leasing. Cette croissance en volume a une conséquence positive sur le résultat net courant de Renault, qui connaît une croissance de 2,97% par an en moyenne depuis 2006. Cette hausse du résultat plus accentuée traduit des économies d'échelle grandissantes issues du partenariat faisant de l'alliance Renault-Nissan non seulement un acteur performant, mais qui sait également maîtriser et optimiser ses coûts. Il apparaît que la valeur ajoutée en part de chiffre d'affaires est en décroissance entre 2006 et 2016. Cette baisse s'explique par une sous-traitance croissante vis-à-vis de fournisseurs équipementiers. Au même titre que ses concurrents de manière générale, la valeur ajoutée de Renault en tant qu'assembleur réside de plus en plus au sein de son activité de conception et communication de sa gamme de véhicules. En retour, malgré la baisse de la valeur ajoutée, la marge opérationnelle est en croissance. Cette évolution s'explique par des économies d'échelle réalisées grâce à une production organisée en plateforme d'assemblage, complétée par une refonte de la gestion des achats du groupe. Cette dernière consiste en une réduction du coût complet et une optimisation de la qualité par une plus grande collaboration sur toute la chaîne de production. L'activité de financement des ventes a des conséquences sur les bilans de Renault ainsi que de Nissan. En comparant les niveaux des créances liées au financement des ventes au chiffre d'affaires de la même année pour les deux groupes, on constate que ce ratio croît de 3,18% par an pour Renault et de 5,41% par an pour Nissan. Ces créances constituent un poids pour ces deux groupes car sont compensées par des endettements spécifiques contractés en interne par leurs filiales captives bancaires respectives. L'évolution des stocks de véhicules d'occasion traduit le risque que le constructeur prend à charge par son activité de leasing. Renault distingue à partir de 2011 ses stocks de produits finis de ses stocks de véhicules d'occasion et cette distinction permet de jauger l'impact du leasing sur le bilan de Renault étant donné que ces derniers proviennent en majeure partie des contrats de location arrivés à terme. La détention de ces stocks est en effet risquée car sont plus sujets à des dévaluations en cas de baisse de la demande, ce qui viendrait menacer la rentabilisation de leurs coûts de production. En 2016, ces stocks correspondent à 23,7% des stocks totaux détenus par Renault contre 21,8% en 2011. On constate que malgré d'une part l'endettement lié au financement des ventes de Renault, la structure financière du groupe se solidifie. La dette nette, ne prenant pas en compte la dette liée au financement des ventes,
atteint un niveau négatif à partir de 2012, ce qui traduit un excédent de trésorerie. Cet excédent montre que Renault réussit à bien se prémunir aux risques liés au gonflement de ses créances. Ce qui, avec la diminution de sa dette, traduit la solidité capitalistique dont jouit Renault aujourd'hui. Nous distinguons de la stratégie de l'alliance Renault-Nissan 3 axes. En premier lieu, le maintien d'une recherche et développement forte, en particulier dans le domaine de motorisation électrique, où les constructeurs s'imposent comme leaders en termes de volume, et dans le domaine de connectivité, où Renault décide d'y apporter sa propre valeur ajoutée par le rachat des laboratoires de développement de télématique automobile d'Intel en France. L'accent est ensuite et surtout mené sur l'optimisation des coûts de production par la mise en place de plateformes d'assemblage de modules, d'une nouvelle organisation de la supply chain inspirée du modèle japonais en monozukuri, favorisant une optimisation globale des achats et de nouveaux projets de synergie liés aux récentes acquisitions de Mitsubishi par Nissan et d'Avtovaz par Renault. La croissance en volume voulue par le groupe s'effectue par une consolidation du positionnement low cost, particulièrement entreprenant sur les marchés émergents, ainsi que sur les marchés matures via la marque Dacia. La mise en application d'économies d'échelle est ensuite déterminante. La mode est à la production croisée. Du fait de nombres conséquents de marques détenues par le groupe, regrouper les productions par la mise en place de standards communs sur des sites partagés participe à la diminution des coûts. Cela s'applique par la mise en place de plateformes communes, comme la plateforme B, base des modèles Micra, Modus, Clio, Note, Juke et Cube, ou encore le développement d'une base commune entre la Zoé et la Leaf, prévue pour 2020. L'Alliance se distingue de ses concurrents par la mise en application de sa stratégie de plateforme. Volkswagen mène notamment une approche frontale par sa plateforme MQB en un seul bloc modulable. Renault-Nissan emprunte par contre une voie transversale par son approche CMF. Au stade de plateforme est organisée en amont une organisation en modules. Par exemple, l'ensemble d'interfaces conducteurs pourrait constituer un module commun à la plateforme des Clio Micra et à celle des Talisman, pourtant distinctes du fait de différences de dimension entre modèles. La démarche CMF, c'est alors la mise en place d'une banque de composants couvrant toute la production et permettant des économies d'échelle tout en conservant une flexibilité du design. En comparant les prix moyens automobiles par constructeur, on constate que Renault, Nissan ainsi que Mitsubishi se situent comme des acteurs low cost. Avec le lancement à l'international de son modèle Kwid ultra low cost co-développé avec Nissan en Inde, l'alliance de constructeurs adopte une stratégie de croissance tournée vers les marchés émergents. Le groupe reste ensuite très présent sur ce segment sur les marchés matures, avec notamment la marque Dacia qui représente un peu plus de 18% des ventes consolidées de véhicules de Renault. Ce dernier se positionne comme en moyenne moins cher que ses concurrents allemands. Nous comptons plusieurs défis et menaces à relever pour l'alliance Renault-Nissan dans les années à suivre. En premier lieu se pose le défi de l'après Carlos Ghosn. Il incarne aujourd'hui l'alliance par les positions stratégiques de leader qu'il détient au sein de Renault, Nissan et Mitsubishi. Personnalité fortement appréciée des Japonais, sa présence est source de consensus favorisant la mise en place d'efforts conjoints, déterminants dans la stratégie d'économie d'échelle menée entre Renault et Nissan. Le scandale du Dieselgate nous a ensuite montré qu'à la compétitivité prix pesant sur l'activité des constructeurs s'ajoute également le poids des réglementations. Malgré les suspicions qui continuent de peser sur Renault quant à l'homologation des niveaux d'émission de ses voitures, on peut considérer que le groupe n'est pour l'instant pas exposé à un risque de sanction comme ce fut le cas pour Volkswagen. Finalement, le redressement d'Avtovaz représente un beau défi pour Renault. Acquisition stratégique du fait du marasme dans lequel se trouve le marché automobile russe, réduit de moitié depuis 2012. La refonte de l'exploitation du site russe de Tolyatti, accompagnée d'une relance de la demande sur ce marché, pourrait signifier pour le groupe un retour des profits pour un marché sur lequel le groupe enregistre encore des pertes. La performance du titre et des dividendes de Renault est caractéristique d'une évolution boursière sur un cycle long. Le groupe ayant connu une crise en 1996, une année sans dividendes avec un cours chutant sous la barre des 16 €, il profita d'une longue phase de croissance presque continue de son dividende et de son cours jusqu'en 2008. En 2008 et 2009, crise de nouveau avec un cours qui, au-dessus des 120 € en 2007, chute en dessous de la barre des 11 € en 2009 et une non-distribution de dividendes les 2 années. L'année 2010 marque la relance du titre avec une reprise de valeur s'établissant à un niveau moyen de 30 € en 2010 et en croissance jusqu'à aujourd'hui pour atteindre une valeur moyenne de 80 € par action. Relance aussi par une distribution de dividendes repartant d'un niveau très inférieur à celui de 2007. La crise ayant eu un impact structurel sur la rentabilité du titre, on constate que le cours de Renault suit bel et bien une évolution cyclique. Le titre Renault représente une rentabilité globale en haut de cycle entre 7,5 et 10%. En situation de crise cependant, le groupe peut enregistrer des lourdes pertes, comme en 2009. On constate alors une frilosité naturelle des investisseurs face à ce titre. Pour conclure, nous établissons Renault comme une valeur de fonds de portefeuille cyclique
Avec une résilience de 16% et un risque de 29%, la fiabilité de notre analyse est de 2 sur 4. Merci d'avoir suivi cette présentation de Renault. Si vous désirez plus d'informations sur le groupe, n'hésitez pas à consulter sa fiche sur notre site www.ibou.expert. L'équipe Ibou vous souhaite une excellente journée.